je vous appelle dans le plus grand désordre, hein. Vous vous installez comme vous le souhaitez. Yann Dervin, directeur du collectif F-Énergie, Anne Jette, directrice de l'Agence parisienne du climat, Jocelyne Cuche, chef de service efficacité énergétique de la région Franche-Comté, et Pierre Hébert, Promodule, copilote du groupe efficacité énergétique de Nouvelle-France Industrielle. On reviendra hein, sur tout ça tout à l'heure, vous allez nous expliquer ce que c'est. Il va falloir que vous partagiez le micro, ou alors si vous m'entendez très bien, alors je garde mon micro. Donc voilà, tout sera retenu contre moi, y compris les ordres de bêtises. On va commencer tout de suite. Je vais vous demander à chacun, rapidement votre ressenti tout simplement sur ce qui nous a été présenté, sur l'outil, sur éventuellement ce qui vous avez noté un petit peu de nouveau, qu'est-ce qui vous a étonné dans la démarche. Après, on verra plus en détail justement comment on va pouvoir déployer. Allez, on commence avec vous, Anne-Jette. Bonjour à tous, merci de me passer la parole. Alors effectivement, à l'Agence parisienne du climat, le chantier copropriété, c'est un très très gros morceau de notre travail. Donc je vais dire comme André aussi, je vais dire que c'est pas que du bonheur, mais quand même les choses ont bien évolué depuis que l'agence a été créée. Ce que l'on trouve dans ce projet, c'est finalement une cohérence avec ce sur quoi nous travaillons depuis 3 ans, avec un objectif également de se dire maintenant il est temps de passer à l'acte, il est temps de se mutualiser. Donc nous, on travaille déjà là-dessus puisqu'on a un accompagnement opérationnel des copropriétés depuis plusieurs années, puisque la ville de Paris s'est engagée sur cette question-là de manière massive. Donc on est extrêmement content de pouvoir participer. On s'est mis autour de la table avec le Shift Project pour dire il était temps de mutualiser. Le Coach CoPro, qui est la plateforme web qui va maintenant bientôt fêter ses 1 an, sur lequel peut-être je reviendrai, à une grande similitude finalement de principe, de mode de fonctionnement. Et donc il y avait vraiment un intérêt très très fort qu'on se mette autour de la table, qu'on travaille ensemble. Il y a eu plusieurs réunions de travail et je pense qu'on va continuer cette collaboration fructueuse pour continuer à travailler sur la pacification. On va revenir justement sur les problématiques d'intégration d'un système par rapport à celui que vous avez déjà mis en place. Jocelyne Cuche, au niveau de la Franche-Comté, vous en êtes où? Bonjour. Donc en fait, on en est à peu près... après avoir mis en place sur le territoire depuis 5 ans un outil qu'on pourrait peut-être rapprocher du passeport, mais qu'on appelle un audit plus des préconisations de travaux dans un programme qui s'appelle Ephilogie. Aujourd'hui, on sait qu'on a un projet que j'appelle haute couture, puisqu'il met en place tous les bureaux d'études, etc. Et on se pose la question, face à l'enjeu de la massification, pour répondre aux objectifs du schéma régional climat-énergie, de comment dupliquer ce dispositif facilement pour les particuliers avec les professionnels. Donc peut-être que c'est la solution pour l'avenir. Là aussi, éventuellement, donc du coup, l'outil présenté par le Shift peut être une réponse à ça. Oui. Pierre Hébert. Alors, on va juste commencer, si vous voulez bien, par nous rappeler ce que c'est que le groupe efficacité énergétique de la Nouvelle-France industrielle, parce que, pour rien vous cacher, surtout nous journalistes, on entendait beaucoup plus parler quand Arnaud Montebourg était encore à Bercy. Là, on en entend moins parler, mais j'imagine que vous travaillez toujours. Alors, tout à fait, on travaille toujours. Donc là, on a une feuille de route Nouvelle-France industrielle, groupe rénovation énergétique des bâtiments, qui a été adopté, approuvé par le gouvernement le 18 juin. Et donc dans la continuité de l'État, M. Macron reprend ces sujets-là avec énergie, peut-être un style différent mais avec énergie. Je crois qu'il y aura des réflexions d'ailleurs à terme sur comment continuer cet effort. Il a pu parler d'une simplification au niveau de l'ensemble des plans, mais le plan rénovation énergétique des bâtiments est quelque chose qui tient beaucoup à cœur. On a pu le présenter il y a quelques jours au président de la République à l'Élysée à l'occasion de l'anniversaire des plans. Et donc dans ce cadre-là, on continue nos travaux. Un des éléments de la feuille de route pour nous, c'était de nous donner les moyens de continuer de porter cette feuille de route. Et donc avec une alliance avec l'association Promodule, que l'on rejoint et auquel d'ailleurs beaucoup de nos membres de notre groupe de travail en faisaient déjà partie, que l'on rejoint. Et donc dans ce cadre-là, un de nos travaux principaux identifiés dans la feuille de route, c'est d'essayer d'avancer sur le passeport, avec une démarche qui nous est propre, donc le rassemblement d'industriels, de négoces, patrons d'entreprises, dont certains sont dans la salle et que je salue, qui veulent aider à cet effort de massification de la rénovation. Alors on se concentre sur
la maison diffuse principalement. Et donc cet effort de massification. Et donc on a aussi dit que dans nos travaux, de façon pragmatique, on ne voulait surtout pas créer de nouveaux groupes de travail s'il n'y avait pas besoin d'en créer. Et donc là, il nous paraît intéressant de se rapprocher des travaux du Shift Project, déjà parce qu'un certain nombre des membres de notre tour de table dans le groupe de travail initial de la Nouvelle France industrielle, dans le conseil d'administration et plus largement dans la structure Promodule sont aussi membres du Shift Project, donc il y a quand même une unité de vue sur un certain nombre de sujets. Et puis on porte cette approche collective, massifiée, c'est se dire à un moment on y va tous, on se retrousse les manches et on y va. Et on pense que là on a un outil qui est quelque chose d'assez pragmatique, on en a beaucoup discuté avec Brice sur la philosophie qui va vers de l'open source, qui va vers de quelque chose qui a vocation à aider une dynamique publique, et toutes les modalités sont mais et donc on se retrouve dans cette approche-là, et donc on a sollicité le Shift Project pour voir comment on pouvait travailler un partenariat plus approfondi, plus concret, pour mettre cette puissance de feu que l'on pense avoir avec Promodule, la Nouvelle France aidée, dans les travaux du Shift Project. Donc on est en train de travailler un petit peu sur la forme que cela peut prendre. Alors justement, très concrètement, ça peut éventuellement être repris comme référence pour les travaux et la préconisation tout à fait. Et puis, très concrètement, on sait qu'il y a aujourd'hui 23 combinatoires. Bon, est-ce qu'il y a des éléments qui ont besoin d'être un petit peu complétés par rapport aux travaux initiaux? Ces réflexions sont en cours. Et puis il y a aussi la méthode du déploiement régional. Je pense qu'on va y revenir, dans laquelle aussi on peut porter. Alors ça peut être via les négoces, mais c'est une des pistes qu'on peut porter aussi l'aide à massifier, à rendre visible au niveau du public particulier et des artisans ce passeport. Et nous pensons vraiment que c'est le temps de l'action, et nous sommes heureux de voir qu'il y a une opportunité de faire un travail ensemble et de l'accompagner. On va revenir sur le déploiement. Yann Dervin, l'outil lui-même, on va revenir après sur le rôle des Finergies pour le déploiement, mais vous, quand on vous a parlé de l'outil, quel était votre réflexe? Vous avez dit, mais qu'est-ce qu'il y a de neuf dans ce qu'on nous propose? Qu'est-ce qui vous a séduit à la limite? Nous, on a déposé, le collectif Finergie a déposé en 2009 un label qui s'appelle BBC Rénovation, en lien avec l'État à l'époque, c'est-à-dire que c'est un label d'État. Mais ce label, donc, il a un niveau qui est extrêmement ambitieux, qui a été plutôt calé pour atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie vers 2050. Donc, objectif ambitieux, ceci dit, ça reste d'application modeste, donc on est loin de la massification, et donc l'intérêt de ce genre de plateforme qui doit être utilisée par tous les acteurs, c'est de massifier, c'est que tout le monde utilise le même outil, l'adapte à sa situation, donc il faut que ça rentre dans chaque situation, on va en reparler je crois, mais l'idée c'est ça, c'est vraiment massifier de manière à ce qu'on puisse enfin arriver à un niveau BBC, que ce soit en une fois ou en plusieurs fois. Et du coup, le rôle des Finergies dans le déploiement, ça va être d'accompagner les opérations pilotes, de travailler justement à cette intégration dans les systèmes existants, parce que les régions n'ont pas attendu non plus. Ben oui, les régions, il n'y a pas que les régions, les collectivités en général, les régions en particulier, par leur politique énergétique depuis un certain nombre d'années, et Finergie le sait bien, puisque depuis la création en 2006, en partie par des régions, mais aussi par d'autres acteurs. C'est ces régions dynamiques, c'est ces acteurs dynamiques qui ont créé Finergie. Et donc, depuis ce temps-là, Finergie travaille avec, en particulier les régions, sur les politiques énergétiques régionales, et donc des systèmes d'audit, des systèmes d'accompagnement et des particuliers et des professionnels pour les monter, pour leur monter en compétences. C'est des choses qui sont faites dans les régions. Donc là, on a un nouvel outil qui arrive. L'idée, c'est plutôt se dire, zut, il y a un nouvel outil, il y en a vraiment de trop dans le paysage, c'est de dire comment cet outil-là, on va pouvoir l'intégrer dans les écosystèmes de politique énergétique existants au niveau régional, local ou au niveau des acteurs industriels également. Justement, Jocelyne Cuche, sur le sujet, par rapport à ce que vous avez, donc EFI Logis, si j'ai bien compris, oui. Comment vous voyez les choses justement? Est-ce qu'il y a des briques supplémentaires? Qu'est-ce qui peut vous intéresser dans ce qu'on a présenté tout à l'heure? Donc on sait depuis 5 ans par expérience, puisqu'on est à 3000 logements sociaux BBC, et là 300 logements particuliers, parce que c'est plus difficile dans le domaine des particuliers. On sait pour le moment qu'on avait besoin peut-être d'un accompagnement fort pour démontrer la faisabilité,
et surtout aussi former les professionnels sur le territoire, des architectes, aux bureaux d'études thermiques, aux professionnels du bâtiment, pour montrer des exemples. C'était l'origine du projet, c'était montrer qu'on savait faire. Aujourd'hui, on dispose d'un système d'incitation avec des subventions et à la clé un résultat BBC qui est obligatoire puisqu'il n'a pas de subvention si le résultat n'est pas là. Sauf que voyant que tous ne pouvaient pas arriver pour des raisons financières, parce qu'on n'a pas parlé en fait du leitmotiv aussi financier, donc on a testé un système par étapes où en fait à partir de l'audit qui est réalisé, sont proposées deux propositions, une proposition globale et une proposition par étape. On s'aperçoit que souvent, le fait d'avoir proposé la solution par étape et la solution globale, en fait, les gens optent pour la solution globale, voyant le peu de différentiel qu'il y a à investir pour le résultat BBC. En même temps, vous leur avez montré justement les différentes étapes à franchir et ce qui probablement leur fait franchir le pas. Oui. Angèle, vous avez parlé de coach copro, donc dites-nous en deux mots quand même, en fait les un ensemble, et puis justement, comment éventuellement ce passeport peut être complémentaire, intégré dans coach copro ou avec coach copro. Alors, pourquoi on a créé le coach copro? Parce que sur Paris, il y a 43 000 copropriétés et on a bien senti que si on voulait travailler à la massification, il fallait travailler différemment et aussi permettre aux copropriétaires, ce qu'a dit André tout à l'heure a bien donné le diagnostic, permettre aux copropriétaires mais aussi à l'ensemble des professionnels qui sont autour de la copropriété d'avoir un dispositif qui leur permette d'être accompagnés dans le temps. C'est ce qui différencie un petit peu quand même la maison individuelle, d'être accompagné dans le temps et de créer une sorte de communauté autour du projet. Donc le projet de Coach Copro, il est venu un peu de ce constat-là pour donner, au travers de cette plateforme, les outils, les éléments d'information qui sont nécessaires à l'écosystème de la copropriété pour franchir pas à pas l'ensemble de ces étapes. Et puis aussi pouvoir, sur la plateforme, stocker des informations, télécharger des documents et aussi, surtout, c'est de permettre aussi aux conseillers, qui sont les conseillers de l'Agence parisienne du climat ou des autres agences locales de l'énergie qui sont sur ce chantier copropriété, pouvoir leur donner la possibilité de travailler pour plus de copropriétés, d'avoir en back-office, comme on dit en termes informatiques, plus d'éléments et pouvoir faire plus de choses. Donc on était dans une philosophie qui se rapprochait énormément de ce que a proposé le Shift Project. Nous, on est plus, vous voyez, on est sur un outil qui va travailler sur l'accompagnement pas à pas. Ce qu'apporte le passeport, la rénovation, le passeport du Shift Project, c'est de permettre de structurer des données d'information. Donc cette complémentarité, pour nous, elle est un élément essentiel et c'est pour ça qu'on envisage, dans le cadre du déploiement du Coach Copro et du passeport, de pouvoir créer des passerelles qui nous permettra de faire plus de choses, de travailler à la massification et de faire du coup plus de rénovation aussi. D'accord, Yann Dervin, le rôle des Finergie, ça va être aussi, j'imagine, de faire converger toutes les données de toutes ces opérations pilotes et éventuellement d'en tirer quelques données intéressantes pour le futur. Oui, on a eu une réunion juste avant. Effectivement, c'est une opération qu'on peut considérer comme pilote. Donc, il va falloir qu'on accompagne l'ensemble des collectivités qui souhaitent la tester. En tirer les conséquences, les retours d'expérience, déjà l'adapter, comme je disais tout à l'heure, aux écosystèmes régionaux. Il y a sûrement des petites choses à voir. D'ailleurs, des questions étaient posées tout à l'heure, il va falloir qu'on y réponde. Qu'on y réponde collectivement avec le Shift et Finergie. Et donc nous, notre rôle, effectivement, ça va être d'accompagner, de repérer, d'exploiter finalement les premières réalisations, de voir les éléments de correction de manière à arriver en fin d'opération pilote à un nouveau projet abouti qui pourra être mis à disposition de tout le monde pour appropriation encore plus générale. D'accord.
avant de parler massification, Brice a dit qu'il faut qu'on crée une rupture. Alors moi, je voudrais qu'on essaie de voir, de ce que vous avez pu jusqu'à maintenant constater, ce que vous identifiez comme les freins à cette massification. On a vu tout de suite ce qui semblait assez évident, le frein financier. On va revenir dessus, bien sûr. Mais Pierre Hébert, par exemple, dans le cadre du groupe efficacité énergétique, quels seraient les grands freins que vous avez identifiés à cette massification? Qu'est-ce qu'il faut faire tomber absolument pour y arriver? Alors, sur plusieurs choses. On a été relativement transparent que l'élément confiance était très important. C'est, je dirais, un des éléments principaux qu'on a répété, redit au président de la République, parce qu'aujourd'hui, on est sur une difficulté au niveau des entreprises et des particuliers à se positionner par rapport à des dispositifs qui ne sont pas complètement figés. Ce n'est pas forcément l'objet de cette réunion ce soir, mais le CIDD 30%, qui est une très bonne idée, a besoin d'être concrétisé de façon... Parce qu'aujourd'hui... oui, là on génère une période d'attentisme. On attend de savoir comment ça va se passer. Ces choses-là, c'est du calage, mais c'est important de l'annonce à la réalité qu'on voit nous dans nos entreprises, dans nos négoces en termes d'évolution et donc d'indicateurs de cette travail de massification. Il y a un écart et voilà. Donc ça, c'est des petites choses sur lesquelles nous on essaye de porter des messages, d'avancer. Le financement, c'est un point essentiel. Et puis après, je pense que c'est ça aussi que cette initiative du Shift Project peut apporter, c'est qu'à un moment, le passeport commence à devenir un objet dont on parle beaucoup, mais qu'il faut rendre concret. Et je crois que ce que nous avons ce soir, c'est une tentative de rendre les choses concrètes. Et donc à ce titre-là, nous, on trouve ça très intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment, concret, ça ne veut pas dire parfait. Et je crois qu'on essaie beaucoup de se mettre dans la perspective du 80-20, c'est-à-dire qu'il y a toujours 20% de bonnes raisons de ne pas le porter ou de penser qu'il n'est pas imparfait, qu'il n'a pas tout pris en compte. Mais c'est là où on se dit qu'il y a un travail à faire, qui se continue, mais qu'à un moment, il faut poser l'avion sur ce genre de sujet, et que là, on a probablement quelque chose sur lequel ça mérite de vraiment regarder de très près, si ce n'est pas un objet qui mérite d'être poussé de façon plus dynamique. Anjed, parmi les freins identifiés, il y a le financement, on a beaucoup parlé aussi de tiers financeurs, etc. Il y a des choses que vous voyez apparaître, des demandes, il y a une volonté de la part des copros, alors région parisienne, dont vous vous occupez, mais vous sentez que maintenant la démarche est plus active? Écoutez, on le sent. On le sent parce que c'est vrai que le dispositif qui a été mis en place par la ville de Paris existait même avant la création de l'Agence parisienne du climat, donc il y a 5 ou 6 ans de retour. C'est vrai qu'en copropriété, il faut quand même bien 3 ans pour sortir un projet. Et maintenant, on commence à voir de beaux projets, comme disait André tout à l'heure, on commence à voir des projets qui sortent, qui sont des projets ambitieux, qui ont mis du temps à maturer, mais qui sortent. Et donc, on est dans un moment où il faut justement travailler sur des démarches qui sont un petit peu inclusives, parce qu'on sait qu'il faut inclure différents objectifs, différentes raisons d'agir, le confort, la santé, l'esthétique, l'énergie. Voilà, on doit être dans une démarche inclusive, on doit être dans une démarche systémique, parce que tous les différents acteurs doivent se mobiliser. Le fait qu'on soit sur des dispositifs, qu'on soit tous aujourd'hui réunis, ça veut dire qu'on met aussi beaucoup de transparence et de confiance. On sait bien qu'on ne va pas y arriver juste en sortant de cette réunion. Il va falloir encore se revoir, discuter. Il y a encore des choses encore à travailler. Mais en fait, il y a quelque chose qui est lancé et on a tous envie d'y contribuer. On y croit, voilà, avec les difficultés, mais on a envie de le faire. Et je pense que ça, c'est la rupture par rapport à quand l'Agence parisienne du climat a été créée, il y a 3 ans, ce climat-là n'existait pas. Et franchement, la rupture, elle est là. C'est maintenant. C'est maintenant. si on peut le dire. Jocelyne Cuche, est-ce que vous aussi, la rupture, c'est maintenant en Franche-Comté? En tout cas, est-ce que l'élan est parti? Oui, enfin la rupture. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est vrai que les montants financiers publics aussi se raréfient. C'est ma présidente Marie-Guide Dufay qui nous incite à trouver aussi des moyens pour accompagner la transition énergétique des bâtiments sans multiplier les fonds publics, de toute façon, qui ne seraient pas suffisants pour le travail qu'il y a à faire. Alors aujourd'hui, on a justement réussi
un programme européen, parce que l'Europe est consciente aussi du fait de ce fait-là. Et dans un programme ELENA, on travaille avec la Caisse d'épargne. Et justement, le fait que notre programme soit conditionné par la performance, parce que je voudrais bien qu'il ne faut pas oublier la performance. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Un outil qui on fait clic, 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 et puis après on se dit hop, et après sur le papier on a ça et on n'a pas de résultat. Aujourd'hui, les banques ne veulent pas financer, elles ne veulent pas assumer la responsabilité. Donc le programme EFILOGIE, de son antériorité et de ses résultats contrôlés, fait que la banque s'engage à nos côtés, puisqu'ils savent qu'en définitive, on apparaît comme un tiers certificateur. Donc, tiers certificateur veut dire engagement de la banque avec un taux préférentiel pour le particulier, avance de subvention, et déblocage de l'éco-PTZ. Parce que l'éco-PTZ, on sait, ne marchait pas beaucoup. Et donc là, comme ils sont à peu près sûrs que le particulier va passer de 2000 € de charge à 500 €, on débloque les premiers financements de particuliers d'une banque. Alors, je dis bien les premiers, parce que le premier, c'était la semaine dernière. Mais le résultat, c'est que une autre banque arrive en disant « nous aussi, on veut faire ». Et il y en a une troisième qui tape à la porte. Donc, toute cette démarche, c'est exactement ce qu'il faut faire, mais faire bien attention de respecter les résultats thermiques. Justement, pas faire n'importe quoi. Comment vous vérifiez les travaux vous faites, parce que là, les clients, ils parlent de consommation réelle, ils vont vous amener la facture EDF en vous disant « vous aviez promis moins ». C'est tout l'intérêt, en fait, peut-être encore d'une assistance encore. Je pense que le marché n'est pas encore tout à fait mature pour le lancer comme ça. Donc il y a encore besoin de services publics. On espère bien lancer un service public de l'efficacité énergétique. Car aujourd'hui, donc on fait un test d'étanchéité à l'air en début et en fin. Et si le résultat est là, on verse la subvention. Par contre, si le résultat n'est pas là, on ne verse pas de subvention. La banque avait très peur. Ils nous ont dit, oh là là, puis qu'est-ce qu'on fait, qui va payer, tout ça, un risque zéro. Et en fait, pour le moment, on n'a jamais eu de performance. Voilà. Mais par contre, nos auditeurs aujourd'hui sont des bureaux d'études thermiques formés, accompagnés, et on a un bureau d'études qui supervise et qui aide dans les cas où les difficultés sont plus importantes. Donc, il y a quand même encore une assistance à maîtrise d'ouvrage à avoir, et notamment là, on s'est lancé sur les publics ANA. Ouais. Donc on va sur du très modeste. Et là, on a des opérateurs à nos côtés qui ont recruté des thermiciens, ce qu'ils n'avaient pas dans leurs équipes avant. Et on arrive à faire du BBC pour des gens qui ont vraiment des revenus très faibles. Mais là, il y a encore de l'humain. Et l'objectif, c'est 2050. Notre schéma régional climat-énergie, c'est 15 000 logements par an à rénover au niveau BBC à 2050, bien entendu avec une pote. Et voilà. Je pense qu'il y a une transition, une rupture, mais douce. Merci beaucoup. Yann Dervin, je reviens sur le passeport, parce qu'il est intitulé passeport efficacité énergétique, mais j'entends bien aussi que Angèle nous dit oui, mais si on ne fait pas une démarche inclusive en parlant de confort et d'esthétique, on ne s'en sort pas. Vous qui êtes un homme de l'énergie, avant tout, comment vous entendez ce discours justement de dire l'énergie tout seul, ça ne convainc pas? Je suis entièrement d'accord. Merci. Le problème, effectivement, ça va être la demande. D'ailleurs, c'est un des gros soucis. Pour réussir ce passeport efficacité énergétique, il va falloir convaincre. Certains superbes sites internet, mais derrière, il va falloir beaucoup d'actions de terrain, justement, de relais par les régions, par les collectivités, pour faire connaître, pour inciter à utiliser. Et le problème, c'est la demande. Or, la demande de rénovation énergétique, elle est très faible dans notre pays. Pourtant des travaux de rénovation énergétique qui sont importants. Donc l'entrée n'est pas par la rénovation énergétique, l'entrée est par plein de choses,
dont le confort, l'augmentation de la valeur patrimoniale, etc. Donc ça a été dit tout à l'heure, l'important est d'embarquer la rénovation énergétique à chaque fois qu'on aura ces occasions de travailler sur le bâti, voilà, d'étendre, d'améliorer, etc. Donc à chaque fois, il faut que ce réflexe rénovation énergétique soit présent. C'est d'ailleurs des points qu'on a essayé de faire passer dans la loi de transition énergétique. J'espère qu'on va y arriver jusqu'au bout. Donc il faut que ce réflexe soit présent, mais c'est bien embarquer la rénovation énergétique et entrer chez les gens par d'autres aspects. C'était très bien dit par André Pouget tout à l'heure sur la copropriété. Voilà, donc on arrive sur la question de l'efficacité énergétique parce qu'on traite le problème dans son ensemble et on répond avant tout à un besoin des ménages qui vont vouloir faire un acte d'embellissement, d'amélioration. Pour autant, je rebondis là-dessus, puis je voudrais que vous nous donniez votre sentiment, Angèle, sur est-ce qu'un ménage, quelle que soit sa durée de vie, sait se projeter à ce point dans le long terme? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on lui dit vous engagerez la 4e phase de travaux à l'horizon 2022, ça lui dit quelque chose? Effectivement, c'est une difficulté, surtout que sur Paris, il y a un taux de rotation assez importante. Je crois que c'est 7 ans à peu près la rotation. Mais c'est pour ça qu'il faut quand même arriver à construire un objet patrimonial. Donc c'est pour ça que à côté du travail qu'on fait d'accompagnement, dont l'importance a été soulignée, la notion qui a été introduite avec ces réflexions qu'on a sur le passeport, elle commence à construire une idée du patrimoine. Même si on ne garde pas ce patrimoine longtemps, à un moment, on doit quand même continuer à donner de la valeur à ce patrimoine. Et même si on le garde pendant 7 ans, si on le dévalorise, eh ben, au moment où on va le revendre, ce patrimoine aura moins de valeur. Donc le fait de commencer à travailler, ce qui est un petit peu nouveau, parce que quand on est sur l'énergie, on est plutôt sur les flux. Quand on travaille sur le passeport, on travaille plus sur la notion de patrimoine. Donc l'évolution qu'il y a eu dans la façon d'aborder le sujet sur cette notion de patrimoine, quel que soit le temps que l'on garde le logement, les idées de valeur verte aussi qui sont introduites là-dessus permettent de donner une idée et une projection. Et ça commence à venir. Ça peut avoir un impact. Ça peut avoir un impact. Voilà. Pierre Hébert, je voudrais qu'on parle quelques minutes de la problématique des parties prenantes, parce qu'on a vu que précisément l'objet du passeport, c'était de mettre en convergence toutes les parties prenantes, que je sois conseiller en espace info énergie, bureau d'études ou même propriétaire. Vous avez identifié des gens par qui peut passer la bonne parole dans le cadre du groupe de travail à Nouvelle-France Industrielle. Tout à l'heure, j'ai entendu que vous avez cité les négoces. Alors, c'est pas par hasard, mais j'aimerais bien que vous nous disiez un mot. Les négoces, c'est le lieu où les artisans viennent 2 à 3 fois par semaine. C'est le lieu où ils viennent prendre un café et on a quelques minutes pour parler d'autre chose. Et donc c'est aussi un vecteur de dissémination des best practices et d'information et d'éducation. Et les négoces ont montré sur le RGE, donc sur la formation, qu'ils étaient capables de se mobiliser pour porter une montée en compétences. Donc on a fait cette expérience récente avec des milliers d'artisans, d'entreprises qui ont été touchés via le négoce pour être sensibilisés au sujet RGE. Et donc on a démontré cette capacité à faire, et aujourd'hui on pense qu'il y a d'autres champs sur lesquels on peut avoir la même approche, et le passeport peut en être un vecteur. Alors, je voudrais vous faire réagir. Reconnu garant de l'environnement, monsieur. Merci, excusez-moi. C'était moi qui aurais dû le faire. Je voudrais vous faire réagir. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais vous faire réagir sur un amendement de la loi de transition énergétique. Amendement qui va dans le sens du passeport efficacité énergétique, mais qui ne va pas quand même tout à fait, puisqu'il dit qu'en 2017, on mettra en place un outil numérique de la consommation d'énergie limité au logement neuf, qu'on passera éventuellement en 2025 au logement existant, seulement en cas de mutation et selon des modalités restant à définir. On n'est pas tout à fait dans la massification que vous venez les uns et les autres, pour laquelle vous venez de plaider. Alors je voudrais un petit peu votre sentiment, Paul Pourpoint, comme ça. Si je donne le mien à bout pour point, et là c'est une opinion personnelle, je pense que avancer sur un sujet, c'est à la fois de l'encouragement par la puissance publique qui peut prendre différentes formes, et puis c'est aussi aux acteurs privés de se prendre en main. Et je crois que là, ce soir, on essaie de montrer qu'on peut être un peu à la frontière des deux. Et donc je pense qu'il faut
que l'État puisse aider à fixer un cap, et puis il faut aussi que les acteurs privés prennent leur part pour accompagner ce mouvement. Anne-Jette, d'accord avec un fait, finalement je traduis un peu, c'est la preuve par l'exemple, quoi, hein. On va vous montrer que ça marche, un peu ce que nous disait tout à l'heure Jocelyne Cuche, et puis bon, après ça suivra. Alors oui, parce que je pense qu'il faut s'y mettre tous ensemble, l'ensemble des parties prenantes. Nous, on démarre sur Paris et un peu plus une plateforme locale de la rénovation énergétique pour mettre justement l'ensemble des acteurs autour de la table, que ce soit les acteurs professionnels et aussi les copropriétaires, pour donner un nouvel élan. Et moi, je dirais, j'espère, je ne sais pas, je regarde pas les débats, mais j'aimerais bien... Ce n'est qu'un amendement. Hein, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un amendement qui donne le droit à l'expérimentation. Parce que si on attend 2025, j'espère, je ne sais pas si ça doit être répété à l'extérieur de cette salle, mais en fait, c'est surtout que c'est filmé. Je pense que nous donner sur ce sujet, alors que les professionnels sont mûrs, qu'on a avancé, on a chacun des outils, on commence à avoir des bonnes pratiques, pouvant nous donner un droit à l'expérimentation pour pouvoir poursuivre dans cette lancée, et que ce droit à l'expérimentation permette d'aller plus loin et de rassembler un certain nombre de choses, y compris de lever un certain nombre de verrous administratifs et autres. Je pense que ça serait vraiment une très bonne chose, et j'espère que les législateurs nous entendront là-dessus. Au moins sur le droit à l'expérimentation. Voilà. Jocelyne Cuche. Ben, moi, je trouve que les délais sont pas très ambitieux. On pourrait maintenant déjà commencer à parler de rénovation, parce que le neuf, c'est obligatoire. Donc voilà. Bon, nous, on a gardé un appel à projet neuf, mais on est sur du BPOS, du bâtiment avec des écomatériaux, etc. pour cette expérimentation-là, et sur la qualité de l'air, l'analyse des cycles de vie des matériaux, enfin, etc. quoi. Donc, parler de 2025, pour moi, c'est dommage. Je voulais dire aussi que la Franche-Comté a été en avance, on va dire, a été à l'origine du collectif avec l'Alsace et Languedoc-Roussillon dans les 3 régions et d'autres. Hein. Parce qu'en fait, on est proche de la Suisse et de l'Allemagne. Donc en fait, en France, quand les gens voulaient avoir des renseignements sur ce qui se faisait en Suisse, et ça fait longtemps qu'ils ont fait des labels, comme Minergie, etc., ils s'adressaient à nous. Donc en fait, on a nos voisins à 50 km qui font depuis longtemps. Donc en fait, c'est pas parce que Paris est plus loin qu'il faut qu'ils oublient que ça peut se faire. Ça peut et plus rapidement. Voilà. Et il y a quand même un objectif climatique qu'on peut déjà tous voir à sa porte. Là aussi, donc, droit à l'expérimentation. Yann Dervin, on finit avec vous sur cette question de l'ambition, finalement. Est-ce que la preuve par l'exemple, est-ce que la stratégie du fait accompli m'a glissé Brice, ça peut marcher? En tout cas, c'est le pari que l'on prend maintenant. Pour répondre à la question, si c'est pas dans la loi, ben c'est pas grave, on fera quand même. Puisque le principe, c'est effectivement que sur le terrain, on puisse montrer que ça marche. La loi rattrapera ça plus tard. C'est dommage, on rattrape une étape, hein, bien sûr, hein, mais notamment pour dupliquer, massifier le processus. Mais bon, ceci dit, on pourra avancer quand même, et c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'au niveau national qu'on a des initiatives. Hein. Ça se fait un peu partout, et notamment au niveau des collectivités, des régions. Et notamment, on a vraiment un défi en complémentarité entre les régions, les industriels. On a parlé des négoces tout à l'heure. Je pense qu'il y a des choses à faire ensemble. On est plutôt bien placé à Finergie, puisqu'on a en même temps des industriels, des fédérations et des collectivités. Donc pour essayer de faire monter un peu cette mayonnaise en partant du local. Donc là, on a un système national, mais qu'on va adapter en local et le faire remonter ensuite au niveau national. C'est du top down top. Voilà. Top down pop. Au bas haut. Hein. Merci à tous. Merci. Je crois qu'on peut remercier nos intervenants. On va vous donner la parole pour toutes les remarques, les questions que vous voudrez bien poser. Simplement présentez-vous avant de le faire. Et je vais moi prendre l'initiative. Je crois que j'ai un représentant de la DHUP dans la salle. Et je pense que est-ce que sur l'ambition qui était un petit peu, semble-t-il, faible du point de vue de nos intervenants, il y a des choses qui peuvent être dites. Merci de me donner la parole. Bon, d'abord, je voudrais remercier le Shift Project de la présentation qui a été faite, qui est beaucoup plus riche que celle qui a été faite au mois de juin. C'est normal parce que le travail s'est produit depuis.
Moi, je voudrais vous dire sur l'ambition, même si je ne suis pas mandaté ce soir à faire des annonces, vous le savez fort bien, notamment en plein débat parlementaire sur la loi de transition énergétique, que l'ambition de la ministre royale est particulièrement déterminée sur la question du passeport de rénovation énergétique, pour la simple raison, c'est qu'elle a, comme le disait André Pouget tout à l'heure, lancé un groupe de travail, concertation avec certains acteurs ici présents, pour définir de manière opérationnelle, non pas du point de vue du concept, mais très concrètement, qu'est-ce que le passeport? Et ce qui se dégage de cette concertation, c'est essentiellement 4 choses. Et je pense qu'il est important de rappeler, et qu'on a retrouvé dans les expressions de chacun, mais peut-être est-il utile de les rappeler. Un, c'est créer la confiance des ménages. Je pense que les ménages sont plus ou moins convaincus des enjeux planétaires. En revanche, très concrètement, il faut qu'ils passent à l'acte. Il faut qu'ils commandent des travaux. Le secteur du bâtiment a besoin d'activité. Il faut qu'ils passent à l'acte tout en répondant à un enjeu écologique. Donc, créer la confiance des ménages, c'est peut-être le point 1. Le point 2, c'est libérer les énergies des territoires. Enfin, moi, je suis satisfait de voir dans la table ronde, et sans doute y en a-t-il aussi dans la salle, des représentants de collectivités, d'intercommunalités. Aujourd'hui, l'énergie, les forces vives, elles sont là. Les territoires n'ont pas toujours attendu la démarche nationale du passeport pour avoir des idées, pour créer des plateformes de conseil. Aujourd'hui, le passeport auquel nous pensons est un passeport qui est suffisamment, je dirais, vague dans son concept, mais précis dans sa mise en œuvre, pour qu'elle s'articule sur ce que les collectivités ont déjà initié sur le territoire. Donc ça, c'est un point important. Il n'y aura pas de contradiction avec les démarches engagées dans le passeport que nous allons créer. 3, je crois qu'il est important de travailler et d'œuvrer sur la professionnalisation des acteurs. C'est foncièrement lié à la confiance des ménages. Aujourd'hui, les ménages, au-delà des questions financières, c'est vrai qu'engager une réflexion de toiture, c'est pas toujours donné, sans avoir de garantie réelle. C'est un terme qui a été prononcé sur les résultats qui vont être obtenus. Donc, travailler sur la professionnalisation des acteurs, que ce soit les entreprises de mise en œuvre, que ce soit sur les passeporteurs, c'est-à-dire ces professionnels qui vont porter le passeport, ces conseillers de rénovation, c'est essentiel. Et je pense que les ménages, qu'ils habitent sur un territoire, si je puis dire, où il y a une collectivité qui est motrice, ou sur un territoire où la collectivité n'est pas motrice, il est important de leur donner des signaux, leur disant que le professionnel qui s'adresse à eux pour les conseiller, les accompagner sur une trajectoire, c'est un professionnel qui est encadré par quelque chose et qui donc les accompagne avec sérieux. Le dernier point qui se dégage de cette concertation, c'est qu'il est important, indispensable de créer des parcours incitatifs. Toute la politique, alors j'entends bien quelques observations sur les aides publiques qui sont plus ou moins lisibles. Le CITE que Mme Royal a porté, sans doute demande-t-il à être précisé, il le sera très prochainement. CITE, je précise, crédit d'impôt, transition énergétique. Pardonnez-moi. Mais porte une ambition sans précédent sur la volonté de donner un coup de départ, d'amorcer la pompe, si je puis dire, en matière de travaux, de rénovation énergétique. Mais au-delà, je dirais, des aides publiques de l'État, ce qui est important, c'est d'articuler les politiques incitatives de l'État avec celles des collectivités. En particulier, nous n'imaginons pas. Le but n'est pas de créer du passeport pour créer du passeport, de créer une bulle à passeport, c'est une expression que j'ai entendue ici même, je crois, au mois de juin. Le but, c'est d'avoir une politique incitative qui permet, 1, de faire le passeport, et 2, d'avoir un bonus lorsque le ménage passe à l'acte aux travaux. Donc là-dessus, on a un dialogue avec les collectivités pour voir comment articuler les aides publiques qu'elles peuvent avoir pour qu'elles soient, si je puis dire, bonifiées lorsqu'il y a un passage à l'acte. Alors, ce qui est important, c'est que les démarches qui ont été lancées, que ce soit celle de ce soir, le Shift, André Pouget faisait référence à la carte vitale qui a été initiée par le plan bâtiment durable ou celle des pouvoirs publics, c'est que, 1, elles sont articulées, et 2, elles sont convergentes, à savoir que nous, en tant que pouvoir public au niveau national, nous sommes fixés pour objectif de créer un cadre qui puisse être inscrit dans le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Quand on est à cette échelle-là et qu'on veut en même temps laisser la liberté aux acteurs locaux d'avoir leurs propres initiatives, on ne peut pas aller trop dans le détail, sauf à risquer, je dirais, de contrarier et contredire même les initiatives qui sont lancées. Je pense que les ministères en charge de l'écologie et du logement sont sur une ligne visant à faire des annonces opérationnelles dans un calendrier proche, sur le cadre national du passeport de rénovation énergétique, ou d'efficacité énergétique, effectivement c'est plus joli, dans un calendrier assez proche. Ensuite, il y aura toute une logique je pense, de partenariat à lancer avec les territoires qui sont engagés, mais aussi penser, et c'est peut-être la majorité du territoire,
les territoires qui ne sont pas couverts par une collectivité qui est motrice sur ces questions-là. Alors bien sûr, on parlait des amendements un peu curieux, je ne m'exprimerai pas là-dessus. Il y a également des amendements très intéressants qui invitent les collectivités à structurer des services publics de l'efficacité énergétique, à structurer des démarches visant à densifier le réseau des plateformes de conseil auprès des ménages. Donc ça, je pense que ça va dans le sens de ce que je vous indiquais, à savoir créer les ménages, créer la confiance des ménages, libérer les énergies des territoires, parce que concrètement, monsieur et madame Dupont, au fin fond de la Loire, qui est un département que j'aime bien, il sera conseillé par un acteur local, et il aura confiance que lorsque le conseil sera technique, confirmé et sérieux de la part d'un échelon de proximité. Tout ne se fait pas depuis Paris, enfin vous le savez, mais je suis peut-être le premier à le dire, c'est important, enfin je le dis ici. Donc très clairement, je pense qu'il y a là une dynamique, et il se trouve que bon, j'ai rencontré les acteurs du CHUV ce matin, parce que je voulais avoir quelques éléments plus détaillés sur tout ce qui se profile. Le contexte est très favorable à ce qu'il y ait une articulation positive entre ce que nous préparons au niveau national et ce qui peut se mettre opérationnellement en place au niveau local. Un système opérationnellement simple, rapide à mettre en œuvre, et si je puis dire, dans le calendrier de la 3e période du certificat d'économie d'énergie, ce que nous visons, c'est quelque chose d'opérationnel au 1er janvier 2015. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup pour cette... Je crois qu'on peut remercier monsieur pour cette réponse très complète. Très complète. On a quelques minutes pour prendre des questions sur... Alors je vais vous apporter le micro. Alors, il y a là-bas. Ouais. Alors, vous vous présentez et éventuellement, vous dites à qui vous adressez la question. Ça me simplifie la vie. Donc, Thomas Philippon, je dirige Ecopolis, qui est le centre de ressources pour l'aménagement et la construction durable en Ile-de-France. Je profite pour dire qu'on a un colloque sur la réhabilitation le 4 décembre prochain, en partenariat avec l'APC notamment. La question, elle porte justement sur les personnes qui vont faire les audits, c'est-à-dire qu'on l'a rappelé, je pense que la confiance qu'on va avoir et la compétence des personnes qui vont faire les audits va être primordiale dans la réussite de ces travaux de rénovation. Et donc je voulais savoir quels étaient les dispositifs qui étaient prévus dans le cadre du Shift Project pour choisir ces professionnels qui allaient mener ces audits en fait. Je vais répondre, mais le Shift pourra compléter. L'idée est de s'appuyer sur donc localement ou régionalement, sur des auditeurs déjà identifiés, qui seront formés donc à l'utilisation de l'outil. Donc en fait, le passeport, enfin dans son concept, il ne définit pas qui va être l'auditeur. Partout en France, ça va être ce type d'entreprise, ça va être un bureau d'études, ça va être un diagnostiqueur. Non, le principe c'est bien de s'adapter à chaque situation. Et donc si en Franche-Comté, il y a déjà des auditeurs identifiés qui pourront être formés à l'utilisation de l'outil, ça sera ces personnes-là. En Basse-Normandie, ils ont également, j'en parle, on en a parlé tout à l'heure avec la Basse-Normandie, avec la Bourgogne aussi. Voilà, on a des... En général, en région, déjà, on va dire, une expertise identifiée, et c'est plutôt ces entreprises-là qui seront fléchées pour réaliser les audits. Donc, il n'y a pas de réponse universelle, ça se fera un peu au cas par cas. Mais avec des gens déjà identifiés comme pouvant porter ces opérations. Donc, le passeport ne définit pas qui va faire l'audit. Enfin, je ne sais pas si tu veux compléter, mais... Juste quelques mots. En copropriété, c'est un petit peu différent parce qu'il y a besoin d'une étude beaucoup plus sérieuse. Donc nous, avec les professionnels et les collectivités territoriales, la ville de Paris, on a fait évoluer justement le cahier des charges de l'audit, qui est un audit beaucoup plus global, y compris architectural, pour avoir une vision globale du patrimoine. Donc c'est là-dessus qu'on va faire reposer justement un travail sérieux et robuste qui permet d'accompagner la vision et la décision dans le long terme. Et puis j'en profite également pour rappeler aussi le travail très important que doivent faire les agences locales de l'énergie et le travail d'accompagnement, qui est un service gratuit et indépendant dans le cadre des plateformes locales de la rénovation énergétique, et qui est finalement le face-à-face des copropriétaires avec des professionnels, et qui leur permet petit à petit de pas à pas mener leur projet avec quelqu'un qui va gratuitement répondre à leurs demandes et pouvoir les accompagner dans le projet pour les aider à faire leur cahier des charges, analyser les résultats, parfois aller en assemblée générale, et donc un peu débroussailler le terrain et accompagner le changement en copro. Oui, bonsoir. Arthur Dard de Bouygues Énergie et Services. J'ai deux questions. La première, c'est comment votre outil aide à passer le problème classique du locataire et du propriétaire
où les investissements et les retours sur investissement ne sont pas les mêmes selon les deux parties. Donc assez classique dans le domaine de la performance énergétique. Et deuxième question, Jean-Marc a positionné le cadre de la réflexion en montrant que le gaz pouvait être donc une énergie qui était vue comme étant à se raréfier, et donc comment c'est intégré dans votre analyse, sachant que c'est pas une vision partagée, notamment on prend l'exemple de la RT 2012 qui n'a pas ce même vision de répartition entre le gaz et l'électricité. Donc comment c'est intégré dans les préconisations qui peuvent sortir des documents, une éventuelle augmentation du coût du gaz du fait de sa rareté prochaine. Pour ce qui est de l'accès locataire ou l'accès propriétaire, c'est vrai que dans cette version 1 qu'on vous a présentée ce soir, il est axé plutôt particulier propriétaire. Et ça fait aussi pour partie des évolutions futures que d'intégrer une dimension plus locataire. C'est-à-dire j'ai cette vision aussi de l'usage de mon logement. À quel horizon, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, mais normalement, dans les mois qui viennent, on devrait aussi intégrer cette autre dimension. Et pour ce qui est de l'évolution du gaz, on n'a pas, Jean-Marc a fait part de projections macro sur l'évolution de l'énergie. Là, on est évidemment sur un outil qui est très opérationnel et qui est pour les projets de logement. Donc on prend pas en compte de considération d'évolution de l'énergie dans le futur. Ça, c'est pas des considérations qui rentrent dans le moteur de calcul de l'outil. La première question portait sur le conflit d'intérêt entre propriétaire et locataire. Alors, encore une fois, il n'y a pas de. Aujourd'hui, encore une fois, c'est une vue propriétaire. Il faudra, encore une fois, dans les mois qui viennent, intégrer une dimension locataire. Là, vous complétez la question. Dans le cas des copropriétés, ça nous arrive d'avoir des propriétaires, copropriétaires bailleurs qui louent et effectivement moins enclins à faire les travaux que les occupants, parce que moins intéressés a priori. Mais ça n'empêche que on essaye de convaincre et on arrive à leur expliquer l'intérêt pour leur patrimoine. De toute façon, c'est plus difficile, mais on y arrive. Enfin, si c'était ça la question, il n'y a pas de raison. Moi, je vais juste ajouter quelque chose. Plus ce type d'outil, encore une fois, on n'est pas là, nous, on n'a rien à vendre, on vient pas vendre un outil. Que cette version du passeport ou un autre outil qui va dans le même sens, dans la même direction que la performance énergétique, que tous ces outils se diffusent, se déploient, et ça va forcément à terme faire évoluer le marché. La considération de la performance énergétique du bâtiment va pas seulement rentrer dans la tête de quelques propriétaires, on va dire éco-sensibles ou vertueux, mais de l'ensemble du marché. Et donc c'est aussi à terme, à long terme, on fait le pari, en tous les cas on le souhaite, que ça profite à tout le monde, y compris évidemment aux locataires. Non, mais je vais faire une réponse. Non, je voulais simplement dire, je sais pas, il est parti. On a une grosse expérience dans les bailleurs. Bon, c'est pas tout à fait, mais ils s'aperçoivent que leur patrimoine est valorisé, leur taux de rotation de locataires sont... les locataires restent plus longtemps. Ils ont même des listes d'attente sur les bâtiments rénovés au détriment des autres bâtiments. Donc après, ils y voient d'eux-mêmes tout l'intérêt. Oui, Raymond Zaharia, ingénieur en retraite, merci de me donner la parole. Je ne pourrais pas dire tout ce que j'ai envie de dire, donc je vais simplement partager avec vous un délire. Je suis à un âge où on a le droit de délirer. Il y a dans notre pays des centaines de milliers d'immeubles
collectif avec des chaudières. Ces chaudières sont anciennes, ont une efficacité de l'ordre de moins de 50% en tout cas. Et en même temps, d'après le rapport de RDF, on produit dans notre pays 25 TWh d'électricité par énergie fossile ou gaz ou pétrole. Et là aussi, dans ce cas-là, l'efficacité est sûrement inférieure globalement à 50%. Ce dont je parle, c'est 75 TWh d'énergie primaire. 50 ou 75, ça représente des dizaines de millions de tonnes d'équivalent pétrole. Et si jamais, indépendamment de toutes les belles idées qui ont été prononcées ici, on envisageait de faire quelque chose là dans l'esprit des 100 mesures de Louis Armand. Il n'y a pas besoin d'avoir tout le plan, mais dès maintenant, les quelques centaines ou milliers de chaudières que chaque année on rénove, si on obligeait à ce que ce soit des chaudières à cogénération, dont le rendement passerait d'un coup de moins de 50% à près de 70 ou 80%, eh bien, il me semble que là, on aurait une action concrète dans le genre de celle que Jean-Marc a décrite tout à l'heure. Je ne vous parle pas de compteurs divisionnaires, parce que je suis aussi membre d'un conseil syndical. J'aurais pas le temps, enfin, je vois que vous me laissez parler, alors je dis juste un mot là-dessus. Je dis juste un mot là-dessus. Ça fait 10 ans que je cherche à avoir des compteurs divisionnaires dans mon immeuble à chauffage collectif. Parce que c'est pas normal que les gens puissent... S'il y a des fournisseurs, ils viennent vous voir au cocktail. Les syndics de copropriété dans la salle. Est-ce qu'il y en a ? Chapeau. Bonsoir, alors moi je m'appelle Hélène Exbria, je co-dirige un cabinet d'études, de conseil et de formation qui est très spécialisé entre autres dans le développement durable, même si on fait autre chose. Donc moi je suis très confrontée avec la réalité, j'ai deux questions vraiment très pragmatiques parce que dans le cadre de mon activité, j'interviewe beaucoup et d'élus mais aussi de particuliers. Et la question qui revient toujours, c'est bah oui, mais je vais faire comment pour payer tout ça? Alors, j'ai peut-être pas très bien compris, ou alors vous ne l'avez pas suffisamment étayé, mais concrètement, on sait que la rénovation thermique, d'après plusieurs rapports, si on se base en fait sur la loi Duflot de 500 000 logements à rénover, ça coûte 10 milliards d'euros. Il y a des moyens, voilà, il y a des cabinets d'études qui ont réfléchi, des partis politiques aussi qui ont réfléchi sur comment financer en fait cette rénovation thermique. Mais ces 10 milliards, vous allez les sortir comment? Est-ce que ça va venir de la poche du consommateur? Est-ce que c'est les banques? Parce que les banques, quels vont être vraiment leur intérêt de prêter de l'argent fléché sur des projets comme ça? Parce qu'il faut que ce soit rentable. Enfin, voilà. Et ma deuxième question, c'est le retour sur investissement sur le propriétaire, sur un appartement par exemple de 100 mètres carrés, ce que j'ai oublié votre prénom, Baptiste a présenté, ce qu'il ne l'a pas chiffré, le retour sur investissement, il se fait au bout de combien de temps? Merci. Une réponse courte et très difficile. Une réponse courte et très difficile. Alors, premier point, on va se placer du point de vue du particulier. Le particulier, la notion de rentabilité et retour sur investissement est, de notre point de vue, compliqué pour un projet de rénovation thermique qui touche à son logement. Parce qu'il y a un mélange de choses très concrètes, c'est-à-dire la baisse sur ma facture, et puis de choses moins concrètes et avec plus d'affect, c'est-à-dire mon logement, comment je vis dedans, ce que j'y fais et quelle valorisation j'y apporte. Donc on ne peut pas répondre à la question de retour sur investissement. Si on fait un calcul basique, simple, qui s'applique à beaucoup de maisons individuelles, si on prend un bouquet de travaux que tout le monde cite à 30 000 €, sur une facture moyenne de 1 500 €, voilà, il y a une économie potentielle de 500 €. Donc si on veut faire dire que la rénovation thermique pour une maison individuelle standard est faible, oui, et le sujet, de notre point de vue, il va bien au-delà de ça. Il faut prendre en compte, encore une fois, la valeur du logement, qui est autre chose, et puis par ailleurs, tous les projets que le ménage a dans son logement. Lorsque un ménage rénove une façade ou embellit son logement, fait une piscine, il y a d'autres considérations que la notion de retour sur investissement. Enfin, pour répondre à votre point, c'est aussi la raison pour laquelle on parle de rénovation par étapes. Parce qu'on sait bien qu'il y a un sujet de pouvoir d'achat aujourd'hui en France et qu'on n'est pas en train de dire il faut faire de la rénovation globale à 30 000 € ou 40 000 € pièce. C'est mieux d'un point de vue thermique, c'est mieux d'un point de vue du bâtiment, mais il faut aussi pouvoir, et c'est tout le sens
de ce qu'on a présenté ce soir, de pouvoir permettre aux particuliers de le faire à leur rythme, dans le temps qui est le leur et avec leurs moyens. Et après, effectivement, il faut bénéficier de tous les dispositifs, financement bancaire et autres qui existent. Quel est le temps de retour d'un ravalement d'une façade sans l'isoler? Si on l'isole, elle coûte plus cher, on a des aides, et tout d'un coup, le temps de retour devient plus acceptable. Et ce bâtiment-là est isolé, on va mieux le louer, mieux le vendre. Il faut arrêter de penser que c'est excessif. Peut-être, si vous êtes très sage, deux autres questions d'abord. Oui, Jean-Claude Diazot du Conseil général de l'environnement. D'abord, bravo pour non seulement l'initiative, mais aussi la réactivité, c'est-à-dire le travail accompli depuis juin. Puis deuxième, bravo aussi pour le représentant de la DHUP pour le souci de convergence qu'il a affirmé entre les différents outils qui vont exister, parce que ça, je pense que tout le monde a envie d'en prendre acte. Ma question, elle a trait à un des acteurs qu'on n'a pas du tout évoqué, les artisans. C'est-à-dire qu'on parle des propriétaires, on parle des auditeurs, y compris à l'occasion de l'expérimentation. Comment est-ce que l'on envisage d'embarquer positivement les artisans, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils adhèrent à ceci sans avoir le sentiment d'être fliqués, sachant qu'un passeport peut très bien être une vitrine pour eux sur les travaux qu'ils auront réalisés, sous réserve de travailler en réseau entre passeports. Donc, quid pour les artisans, notamment à l'occasion de l'expérimentation? Alors, c'est vrai que c'est un vrai, je ne vais pas dire problème, il ne faut pas dire problème. En Franche-Comté, on a créé un pôle énergie, donc avec une maison des énergies qui vient d'être construite, qui a énergie positive, et qui donc est une vitrine pour les professionnels. Et vitrine, mais pas seulement. On organise des visites de chantier, des conférences thématiques sur la rénovation des bâtiments d'avant 45, la problématique de l'humidité, enfin, etc., pour générer toute une culture de ces nouveaux bâtiments. Donc, mais on sait que c'est assez long. On va travailler avec la CAPEB, avec la FFB, et voilà, on va essayer aussi peut-être l'expérimentation d'Orimi avec des formateurs experts sur chantier, parce qu'effectivement, je pense qu'un artisan, mon père est artisan, préfère avoir une formation sur un chantier plutôt que de se retrouver dans une salle de cours. Voilà, donc, mais c'est vrai que c'est un des chantiers encore des 10 prochaines années. Hein. Voilà. Je vais donner la parole justement à quelqu'un qui va pouvoir nous éclairer. Oui, bonsoir, Bertrand Nedouche, Fédération française du bâtiment. Donc pour aller aussi dans ce sens, bon, déjà pour rassurer un petit peu tout le monde, les artisans sont partie prenante de ces travaux depuis un petit moment, et c'est également un mouvement qu'on a initié depuis 2006 avec un certain nombre d'outils d'accompagnement qui passent notamment par la formation, avec un dispositif qui est bien connu et qui converge avec toutes ces problématiques liées à l'efficacité énergétique. Je veux simplement parler de FIBAT, qui aujourd'hui, malgré tout, on est un petit peu, on va dire, presque les seuls acteurs à se prévaloir d'avoir formé quand même depuis 2006, même on va dire un peu plus tard, 2008, pour le point de départ, le top. On est à peu près aujourd'hui 70 000 stagiaires formés au dispositif FIBAT, avec une montée en puissance du fait notamment de la mention RGE. Donc, je veux dire, simplement pour rassurer, les artisans sont prêts et continuent à se préparer pour justement être en phase avec les enjeux de ce chantier, d'une part. Et puis d'autre part, j'en profite aussi pour un petit clin d'œil. Je vois qu'on a fait la moitié du parcours par rapport à l'audit. Alors, je prends acte qu'effectivement, on ne s'appuie pas sur une profession, mais sur les compétences de la personne à faire. Juste quand on liste, on voit que on parle des métiers, donc l'architecte, le diagnostiqueur. Pour les artisans, on parle d'une activité dédiée. Donc, on a fait la moitié du chemin par rapport à la confiance qu'on peut donner aux artisans. En tous les cas, je peux vous assurer qu'on sera prêt, qu'on est prêt déjà à répondre à ces enjeux de l'efficacité énergétique.
Oui, François Pellegrin, bonsoir. Je me réjouis du fait que tout le monde maintenant a bien compris, en tout cas l'a bien affirmé, que le moteur de l'action, ce n'était pas l'énergie et que ce qui pouvait faire bouger un ménage ou une copro, c'était la recherche de bien-être, de confort, d'amélioration de la santé, qualité, sécurité, etc. et économie d'énergie. Donc je voudrais juste rappeler que vous avez en France un dispositif d'auditeurs, appelons-les comme ça, enfin ils sont architectes, 26 000, qui sont bien maillés sur le territoire et qui peuvent œuvrer dans ce domaine. Donc c'était le petit quart d'heure promotion des professions qui a démarré avec d'autres. J'ai juste une question, parce que on a bien dit qu'il fallait croiser, fallait donner la confiance, mais il fallait donner aussi des images. Un copropriétaire ou un particulier, il a besoin de comprendre le projet. Et ce n'est pas les camemberts et les courbes avec des kilowatts qui vont le faire bouger. Donc il y a le pouvoir de l'image. Et je voulais savoir, je sais qu'on en a parlé, mais je voudrais que vous nous rassuriez sur le fait que vous n'alliez pas louper le train de la maquette numérique dans ce projet-là, parce qu'il faut asseoir ça sur un outil contemporain qui sera en plus une base de données d'exploitation pour toute la durée de vie du bâtiment ensuite en 3D. Convergence avec la maquette numérique, Brice. Comme vous le savez, la ministre a confié une mission à Bertrand Delcambre sur ce sujet-là. Et par ailleurs, il y a là aussi des éditeurs, des professionnels qui travaillent à développer des solutions sur ce sujet. On a, nous, évidemment, donc oui, je vous rassure et je vous confirme que on est extrêmement motivé et même excité à intégrer le plus possible ces nouveaux outils de modélisation 3D. Sous différents formats, du plus simple au plus complexe, en laissant la possibilité d'avoir des solutions un peu graduées pour prendre ça en compte. Et c'est d'autant plus important que c'est le sens de l'histoire aussi pour les bâtiments neufs, avec tout ce qui s'organise. Donc on a cette volonté-là. On veut aussi tenir compte de manière pragmatique du terrain. Encore une fois, la maison, la valeur moyenne, 150 000 € d'une maison, on veut tenir compte de ça et on veut travailler avec tous les professionnels pour que cette maquette numérique, cette modélisation rentre le plus vite possible, de manière le plus simple et économiquement fiable, jouable dans le passeport. On a cette motivation. Pierre-Étienne Brochot, diagnostiqueur immobilier. Je vais aussi faire la promotion d'une autre profession. Est-ce qu'il est prévu que vous teniez compte des il y a près de 2 millions de DPE qui sont faits chaque année par des opérateurs certifiés, formés. Ces diagnostics contiennent quasiment tout le descriptif du bien tel que vous en avez le besoin. Est-ce qu'il est prévu que vous puissiez exploiter dans votre passeport ces éléments-là qui, quand on parle de massification, quand on parle entre 1,5 million et 2 millions de DPE tous les ans qui sont réalisés, c'est peut-être quelque chose à envisager. Donc je voudrais avoir votre réponse à ce sujet-là. Ça fait absolument partie des projets que nous avons. L'idée, c'est de rassembler, encore une fois, de manière structurée, l'ensemble des données disponibles avec l'accord évidemment des propriétaires de ces données, les faire converger pour capitaliser. On a le souci d'optimiser ce processus amont-aval tout du long, et ça en fait partie. Autre exemple, on évoquait avec l'ADEME, je pense que je trahis pas de secret, la possibilité en 2015 de pouvoir connecter la base des artisans RGE avec l'outil passeport pour que là aussi il y ait une agrégation de données et donc beaucoup plus de possibilités offertes aux ménages. Donc on a là aussi cette volonté-là. Encore une fois, les choses vont se faire par étapes. On a là posé la première brique ce soir avec vous. On veut travailler dans les prochaines semaines et prochains mois et on va au fur et à mesure amener des étapes complémentaires. On veut juste le faire vite et bien. Christophe H, maître d'ouvrage public et privé, enfin perso à la maison quoi. J'ai bien entendu tout ce que vous avez dit aujourd'hui. La confiance par rapport aux artisans et aux prestataires, je pense que c'est un des points importants à traiter.
Et de mon point de vue de maître d'ouvrage, comment je peux m'assurer de la compétence et de la qualité du travail qui va être réalisé par le prestataire? Alors il y a différents moyens, il peut être RGE, de toute façon maintenant c'est obligatoire, donc ça ne va pas trop le discriminer par rapport à d'autres. Après, il y a ce que Mme Cuche, je crois que c'est elle qui en a parlé avec les tests d'étanchéité à l'air, je ne peux que m'en féliciter, surtout en rénovation avant et après. Mais peut-être qu'il y a d'autres outils de contrôle de la qualité pour aussi garantir la performance du résultat, parce que si il y a beaucoup d'argent va être dépensé pour obtenir des résultats énergétiques et donc des gains financiers, il faudra bien que les gains y soient, parce que sinon les gens ils auront investi sur leur rénovation et deux ils ne pourront pas payer. Donc on va se retrouver avec des gens encore plus précaires. Donc on n'a pas beaucoup abordé ce sujet-là ici. Comment on va se garantir du résultat et comment les professionnels, le diagnostiqueur ou enfin l'auditeur ou l'architecte va être capable de garantir au moins sur la qualité des travaux. Après le comportement des gens c'est un autre sujet. Voilà. Oui, mais enfin c'est ce qu'il va payer quand même. Mais je suis contente de la question parce que j'avais peut-être pas parlé de ça. Enfin, il faut en parler aussi parce que la rénovation pour obtenir un bâtiment BBC, c'est global. On ne peut pas parler d'un changer sa chaudière, ça peut être une chose. Mais en fait, quelquefois, on n'a plus besoin de chaudière si le bâtiment est bien isolé. C'est pareil, l'électricien ne va pas passer derrière et percer un trou dans l'isolant. Enfin bon, il y a toute une coordination de chantier à imaginer pour avoir un réel résultat. Nous, les premiers bâtiments qu'on a inaugurés, même le meilleur architecte, le test n'était pas bon. Hein. Il a fallu apprendre. Hein. Donc il y a quand même toute une... Nous, on est assez partisans de l'assistance à maîtrise d'ouvrage qu'on voudrait peut-être, dans le cadre du service public, mais là je m'avance un peu, continuer à aider parce que là, il y a une coordination de chantier, alors qui peut être le fait des architectes, tout ça, enfin bon, mais peut-être à organiser, à former, c'est un point à travailler avec les professionnels. Si je peux dire juste un petit mot, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit sur la formation, RGE, etc. Et je pense que le sens qui a été donné au travers des plateformes locales de la rénovation énergétique, une cinquantaine, je crois, cette année, avec le soutien de l'ADEME et les régions. Donc nous en portons une sur le territoire parisien, voire un petit peu plus. Je vois un collègue de la LEC de Pleine Commune qui est là également, qui est partenaire de ce projet avec nous. C'est de donner une visibilité à 3 ans, c'est-à-dire quelle est finalement l'évolution sur 3 ans du marché de la rénovation énergétique en copropriété. Globalement, quel est le volume qui sera là dans les 3 ans? Donc comment est-ce que tout le monde arrive à avoir cette vision un petit peu de moyen terme? Comment du coup on peut arriver à s'organiser? Parce qu'effectivement il va y avoir des dispositifs de formation, des nouveaux outils de financement, il va falloir avoir un certain nombre d'indicateurs, monter tout ça. Et donc c'est tout ce travail-là autour des collectivités territoriales, avec la région, avec l'ADEME, avec la ville de Paris, avec les partenaires qu'on est en train de faire justement pour dimensionner ça et que tout le monde se mette en ordre de marche pour s'organiser sur une vision qu'on va pas réussir à régler là tout de suite au mois d'octobre, mais si on se donne les 3 ans, petit à petit, on va arriver à articuler toutes ces briques et à faire en chose qu'il y ait une trajectoire qui se mette en place au niveau des territoires et qui soit relativement gagnante, ce qu'on espère. Merci beaucoup Anne. On peut remercier nos intervenants une deuxième fois parce que vraiment ils ont été très complets. Je vous invite à rejoindre votre place. Je vous en prie. Et je vais laisser la parole pour conclure à Jean-Marc. Bon, les conclusions en général c'est bref parce que tout le monde attend d'aller boire un coup. Donc merci à tous ceux qui ont assisté à cette séance dans des conditions acrobatiques. Je veux parler de tous ceux qui sont restés debout au fond. Merci aux autres d'avoir patienté sagement sur des chaises qui ont dû vous rappeler vos années d'école. Merci au groupe de travail qui a beaucoup transpiré depuis 1 an et demi et à Brice qui a particulièrement bien mené sa barque. Merci aux organisateurs comme les Légions d'honneur, ça y est, merci tout le monde. Vous couperez à mes parents. Merci à l'équipe qui a réussi à faire tenir 180 personnes dans une salle prévue pour 120. Donc si ça, c'est pas de l'adaptation en contraintes budgétaires, je n'y connais rien.
Et je termine en Mathieu lève la main. Je vous annonce que le Shift s'est doté d'un chargé des affaires publiques ou institutionnelles. Donc l'homme qui va essayer de bombarder les cabinets de notes de 2 pages à partir de maintenant, c'est lui. Donc s'il y a quelque chose qui vous déplaît, c'est lui. Non, je plaisante. Voilà. Et je ne serai pas plus long. Donc maintenant, je crois que ceux qui sont encore patients ont le droit à un coup à boire. Et s'il pourrait y en avoir 50 qui s'en aillent tout de suite, parce que je crois que sinon le compte n'y est pas. Non, pardon. Bonne fin de soirée.